dans la genèse même du podcast, j'avais cette idée de communauté et à peine le premier épisode sorti, j'ai reçu une centaine de messages. Et quand la mission devient collective, il faut déjà qu'elle soit exprimée de manière assez claire. En fait, j'étais tiraillée entre laisser de la place à la communauté et la faire grandir en tant que telle et me laisser ma place à moi, mais au final, on est toujours très, très content de passer à l'action parce que ça mène toujours quelque part, même si sur le moment, ça a l'impression d'être un chaos. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Mais en fait, c'est pas si mal ce que j'avais fait. C'est peut-être un succès alors. Mais elle est où la podcast Molly? Faire un podcast, c'est le Far West. J'ai oublié de parler de ça. Un peu flou, non? Je suis un peu perdue. Vous trouvez pas qu'il y a un truc dont on ne parle pas assez quand on crée du contenu? Ce sont toutes ces pensées qui s'entrechoquent dans nos têtes. Et ouais, on va pas se mentir, avoir son propre média, c'est souvent osciller entre deux extrêmes. Je suis un putain de génie et j'en peux plus. Mais ce projet, on va pas l'abandonner, on l'a dans les tripes, on y pense, jour et nuit. Est-ce qu'il y en a vraiment qui arrivent? Je rencontre tous les jours des créateurs et créatrices qui transforment leur projet en succès. Il n'y a pas de magie là-dedans, juste de la stratégie et de la détermination. Alors j'ai eu envie de vous en faire profiter. Comment on développe son média? Quelles sont les méthodes qui fonctionnent vraiment? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter absolument? Et la monétisation dans tout ça? Je vais chercher pour vous les réponses à ces questions. Mon but, vous donner les moyens de vos ambitions et vous pousser à passer à l'action. Je suis Anne-Claire Leca et vous écoutez Antipop, le podcast qui explore les stratégies de croissance des créateurs de contenu. Bonne écoute! Coucou, bienvenue sur Antipop. Trop heureuse de accueillir aujourd'hui ma copine Mélanie Hong. On va parler avec elle d'un projet peut-être que vous connaissez un petit peu moins, puisque c'est pas celui sur lequel elle s'exprime le plus sur LinkedIn. C'est son projet de Asiatitude. C'est une communauté, qu'elle a créée, qui a commencé par un podcast et qui s'est développée, au fur et à mesure, de ces années. Pour connaître, Mélanie, je sais que c'est une personne, qui, a beaucoup de vision et de l'ambition dans les projets, qu'elle mène. L'ambition pour, l'impact qu'auront ces projets, mais aussi, la forme qu'ils prendront. Donc, je suis très contente, Mélanie, qu'on creuse aujourd'hui, ce projet avec toi et si vous êtes intéressée par le sujet de créer une communauté, de faire évoluer votre podcast, vers d'autres formats, peut-être événementiels, peut-être, associatifs et aussi, tout ce qui a trait à la monétisation. Restez parce que Mélanie a une super expérience et elle a des choses, super cool à nous raconter aujourd'hui. Bonjour Mélanie. Bonjour Anne-Claire et merci beaucoup de m'inviter, surtout pour parler d'Asiatitude. Comme tu dis, j'ai pas beaucoup l'habitude, d'aborder ce podcast, de manière générale et donc c'est vraiment l'occasion pour moi d'en parler, avec toute liberté et de développer tous les sujets dont tu viens de parler. J'ai hâte. Bah, moi aussi, trop trop bien. Asiatitude, ça a commencé par être un podcast qui, va présenter des sujets, des parcours, des personnes qui ont un lien avec, l'identité et les cultures, de la diaspora asiatique, des diasporas asiatiques, au pluriel, plus généralement. Ça va questionner du coup, le lien entre la construction identitaire et les origines, asiatiques? Quelles sont les influences? Comment est-ce qu'on transmet cette culture aux enfants que nous avons? Je dis «nous», mais moi je suis pas concernée, mais en tant que personne, faisant partie de la diaspora. Donc c'est parti, j'imagine, de questionnements que tu avais. Ces questionnements, ils sont venus à quel moment, de ta vie et dans quel contexte? Alors effectivement, vous ne voyez peut-être pas en vidéo, mais je suis asiatique et donc ce sujet de podcast, il est très personnel, comme tu viens de l'évoquer. Pour tout te dire, c'est pas, exactement parti de mes questionnements à moi, mais plutôt ceux de ma communauté. Alors j'en parle très brièvement, mais j'avais fait un podcast en 2017 qui s'appelle Melting Pot et qui parlait de culture, double culture et en fait, c'est en me rendant compte que tous mes invités avaient un point commun, c'était d'avoir une double culture. Bon, c'était le pitch du podcast aussi, mais que plus ça allait et plus je cherchais à interviewer des personnes asiatiques,
je me suis rendu compte en fait que j'ai pas conscientisé, j'ai pas intellectualisé mes questionnements, mais mon penchant, naturel allait vers interroger des personnes asiatiques. Ce qui a fait que, j'ai abandonné au bout d'un moment Melting Pot et j'ai fait Melting Pot asiatique qui s'appelle Asiatitude. C'est comme ça un peu que c'est né. J'ai pas exactement, mis, sur le moment, donc on était en 2020, des mots sur ces questionnements, mais par contre, c'est parti d'une rencontre. En fait, il y a Amanda qui était la créatrice d'un média pour les femmes asiatiques qui m'a contactée et en 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était en plein Covid et donc dit Covid en France et dans le monde, dit aussi, vague d'agressions et de microagressions racistes envers les asiatiques parce que le Covid a été, amalgamé avec la Chine et la Chine est amalgamée avec l'Asie et donc toutes les personnes asiatiques, en tout cas beaucoup, ont subi du racisme anti-asiatique. Et en fait, c'est dans ce contexte que le podcast est né. C'était pour, donner la parole aux personnes qui subissaient ces actes et montrer, à contrario qu'en fait, les asiatiques en France existaient de manière, divers, qu'on n'en parlait pas assez, qu'il y avait pas de représentation et donc c'est parti de cette volonté-là à la base. Super. Donc c'est une trajectoire, personnelle et un contexte, plus, mondial qui, se sont retrouvés et tu t'es dit: «Bah, je j'ai envie de donner la parole à ma communauté, à ces communautés-là, de contribuer à leur visibilité et aussi à l'échange entre, toutes ces personnes». Est-ce qu'aujourd'hui tu peux un peu décrire, la ligne édito de Asiatitude, le type de format que tu vas y partager? Oui, alors la ligne éditoriale, donc le podcast existe depuis 2020, donc ça fait 4 ans. Au début, il n'y avait que des interviews et c'était vraiment pour mettre en avant la diversité. Donc la ligne éditoriale principale, c'était la diversité et l'inclusion. Donc hommes, femmes, personnes minorités de genre, artistes, pas artistes, anonymes et personnalités. En fait, l'objectif principal, c'était de montrer la diversité des asiatiques en France, dans leur diversité d'origine. Donc, comme tu disais, Asiatitude, il y a un S parce que c'est la pluralité des origines asiatiques des personnes qui interviennent, mais c'est aussi la pluralité de leur métier, de leur parcours et cetera. Donc ça, c'était la ligne éditoriale de base. Je pars de là parce qu'en fait, elle a évolué et aujourd'hui, c'est pas suffisant pour moi puisque juste montrer qu'on existe, c'est bien, mais une fois qu'on existe, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on peut pas juste dire: «Il y a un podcast où il y a des asiatiques dedans». Parce que c'est comme si, on faisait un podcast et il y a des Français dedans, bah, ça c'est tous les podcasts en France, en fait. Donc, au fur et à mesure des années, j'ai affiné la ligne éditoriale et aujourd'hui, en fait, elle se concentre principalement sur le sujet des identités des diasporas asiatiques. Ce qui veut dire, qu'est-ce que l'expérience d'une personne qui a une culture à la fois française, parce qu'on est né ici ou parce qu'on est immigré ou expatrié ou adopté et également asiatique, pour toutes aussi ces raisons. Donc, moi parce que mes parents étaient, asiatiques et moi du coup je suis aussi asiatique, mais j'ai d'autres personnes qui écoutent qui sont adoptées ou qui sont nées en Chine et qui, sont venues à 16 ans en France. Enfin voilà, il y a toute une multitude de personnes, avec des parcours différents et donc la ligne éditoriale, c'est vraiment de creuser et de décrypter la complexité, la richesse comme les difficultés de l'expérience d'une personne issue de la diaspora asiatique en France. C'est ça la ligne éditoriale et donc après il y a plusieurs formats. Il y a le format des personnes, expertes, par exemple des sociologues, des historiens et cetera, qui vont le décrypter et il y a le format journal intime et ça c'est la nouveauté disons depuis 1 an où c'est moi qui partage, mon parcours. C'est intéressant de voir comment est-ce que ta ligne édito, est démarrée de manière assez spontanée. Comment est-ce que tu l'as construit pour, te rattacher à la mission et au message que tu as envie de faire porter? Ce podcast, il est devenu ensuite une association. Tu disais, l'idée, c'est d'exister, mais aussi de passer à l'action et le fait de passer à l'action, bah, c'est de vivre et de faire des choses ensemble. Est-ce que tu retraces ce moment où tu t'es dit: «Bon, ça commence par un podcast, mais ça doit devenir plus»? Pourquoi est-ce que tu as senti que ça devenait nécessaire de passer à un autre format et pourquoi avoir choisi, ce modèle d'association? En fait, au début, comme je te disais, le podcast, j'ai toujours fait pour les autres. L'initiative, la jeunesse du podcast, c'était pas pour moi parce que j'avais envie de raconter des choses. C'était parce que, je voulais que les audiences aillent mieux, parce qu'on était dans ce contexte de racisme et mon message principal, c'était, «Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls. Regardez, on est plein et on vit ça aussi, on est ensemble» et donc je pense que dans la genèse même du podcast, j'avais cette idée de communauté parce que pour moi, la création du podcast, c'était un message aux personnes asiatiques. Donc c'était théorique,
puisque bon, personne n'aurait pu m'écouter. Enfin, j'aurais pu lancer ça dans le vide, une bouteille à la mer et en fait personne ne m'écoute. Mais il se trouve que, dès le lancement du podcast, moi j'étais sur Instagram donc, un peu naturellement, j'ai été sur Instagram pour le lancer et en parler. Et en fait, à peine je crois qu'on avait juste fait le teaser, et à peine le premier épisode sorti, j'ai reçu une centaine de messages et ça ne m'était jamais arrivé, sachant que j'avais lancé 4 podcasts avant. Donc j'ai senti tout de suite qu'il y avait un engouement et un besoin à la fois d'expression et de reconnaissance, de représentation et donc le sujet de la communauté arrivait tout de suite dès le premier épisode et je me suis dit, très, très rapidement: «Il faut que je réfléchisse à comment intégrer la communauté dans le podcast». Alors au début, c'était par l'idée de faire des épisodes avec les auditeurs, soit les interviewer, soit faire des capsules où ils laissent des messages, un répondeur, c'était la première idée et ensuite très rapidement donc on était en 2020 et je crois que la première opportunité qui s'est présentée de faire autre chose que juste, des épisodes, c'est que, j'ai eu, le festival Pop Meuf, je crois que c'est ça, qui nous a invités, à faire une table ronde ou à faire quelque chose en fait, à faire un événement. Il nous a dit: «On fait un festival, on veut vous inviter» et donc j'avais pas pris l'initiative, mais ça s'est présenté et c'est là que je me suis dit: «Bah oui, ça a du sens, faisons une écoute, une session d'écoute, un débat, un épisode spécial en live» et donc c'est comme ça que ça a commencé en fait le premier événement. Tu as pris la décision de créer une association et de recruter, des membres. Quelles ont été les premières étapes, en fait, pour, recruter ces membres, pour, structurer l'association, la différencier du podcast? Est-ce que tu peux nous replonger un peu dans tes premiers pas? Je vais faire les différentes étapes parce que c'est vrai que sinon ça peut ça peut prendre du temps. Mais en gros, 2020, j'étais toute seule, j'ai fait le podcast, toute seule. 2021, j'ai fait le premier événement et l'association n'existait pas, mais donc ce premier événement, c'était, au Pavillon des Canaux pour le festival Pop Meuf et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste, fait une story. Alors moi, je suis du genre à je ne veux pas demander, je sais que beaucoup de podcasteurs, sont comme ça. Non, je ne veux rien demander, pourquoi ils m'aideraient et cetera, mais je me suis dit: «Bon, je vais pas y arriver à faire un événement seule», donc j'ai fait une story, sur Instagram et j'ai juste dit, «Si des personnes veulent m'aider à organiser, ça, répondez à cette story». Mais j'en ai juste fait une sur toute l'année et en fait, il y a une dizaine de personnes qui m'a répondu, enfin même plus, mais disons qu'une dizaine, vraiment activement, disponibles. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire que j'avais pas de format d'association, mais entre 6 et 10 personnes régulièrement. On faisait des visios, on s'organisait, elle me soutenait même psychologiquement juste, en me disant: «Mes épisodes sont bien», et on organisait en fait, elles m'ont aidé à des choses très simples, hein, mettre les chaises pour l'événement, enfin voilà. On s'est organisé comme ça la première fois et à l'issue de cet événement, en fait, donc on était en 2020 ou 2021, je sais plus, 2021. J'en ai fait d'autres. J'ai pris goût à rencontre du public. En fait, ça s'était tellement bien passé que, j'en ai fait plusieurs autres après et pour, le deuxième ou le troisième, je sais plus lequel c'était, au bout d'un moment, je me suis dit en fait, je culpabilisais de demander de l'aide aux personnes sans qu'elles aient de statut, en fait. Je me disais: «Elles sont bénévoles, mais sans être vraiment bénévoles, elles m'aident», et comme je faisais ça à côté de mon travail, j'avais pas d'enjeu financier, en fait, pour cette activité-là et donc je leur ai dit: «Qu'est-ce que vous en pensez si, je structure, le podcast sous forme d'association?» Enfin, je crée une association et je l'appelle aussi Asiatitude et comme ça, vous êtes des adhérents de l'association. Tout le monde m'a dit: «Bah oui, on serait très, très contents, très très heureuse» parce que, on a l'impression que ça devient un peu notre projet aussi et donc c'est comme ça, en fait, que, en 2022, donc c'est quand même 2 ans plus tard, j'ai fait un an seul, un an avec eux sans, voilà, trop de statut, mais les personnes m'aidaient et en 2022, en fait, je me suis vraiment structurée, j'ai créé une association, les statuts et cetera et j'ai lancé une campagne, vraiment de promotion du lancement de l'association, auprès des auditeurs d'Asiatitude, et de la communauté du podcast, sur Instagram principalement et c'est là qu'on a une centaine de personnes qui nous ont rejoints. C'est un beau succès. Mais tu t'es pas arrêté là, donc au Non. lancement de l'association et à partir du moment où ce cadre associatif a été posé, qu'est-ce que tu as proposé, en fait, comme expérience? Comment est-ce que tu as animé cette communauté? Qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Qu'est-ce que voilà, à quoi ça ressemblait votre, quotidien d'association? Déjà pour revenir sur le lancement de l'association, moi, ça m'a obligée à me poser sur la mission. Parce que souvent on dit quand on a un podcast, on a aussi une mission, un message qu'on porte, mais c'est assez théorique et ça reste très personnel. Et là, dans une association, bah, la mission devient collective et quand la mission devient collective, il faut déjà qu'elle soit exprimée de manière assez claire
pour que les personnes qui adhèrent, à l'association, soient en phase avec cette mission collective et donc ça m'a obligée aussi à me poser la question de: «Qu'est-ce que vraiment on propose, en tant qu'association?» et au début, donc il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase 2022 où, la mission de l'association était confondue avec la mission du podcast. Parce que c'est déjà un grand pas pour moi de créer une association. Donc, déjà, mettre, de manière claire quelle était la mission du podcast et la partager de manière collective, je pense que c'était l'enjeu de la première année et donc, la mission du podcast, c'était de faire en sorte que les personnes de la diaspora asiatique en France soient plus épanouies personnellement et professionnellement. C'était ça la mission et l'enjeu, des membres, c'était de faire en sorte que le média vive et que le média vive à travers le podcast, mais aussi, en fait, on a élargi les supports de communication à l'écrit parce qu'au sein des membres, il y avait des personnes qui écrivent très bien et en fait, qui ont spontanément proposé aussi de créer, un webzine. Donc on a créé un webzine, donc un magazine en ligne avec des chroniques, littéraires, des chroniques de films, des chroniques d'exposition et en fait, donc il y a eu le podcast qui s'est élargi au webzine. On a fait en sorte que les événements, qu'on crée aussi un événement pour, avoir, toujours, cette logique de rencontre physique que j'avais initiée seule et donc ça, c'était vraiment, l'association en première année, s'est structurée autour de ces 3 activités, donc médias, événements et donc médias dans 2 activités, podcast et écriture du webzine. Mais après ça a évolué, donc je sais pas, si je Vas-y, je vas-y, poursuis? on Ouais. est bon. Et en fait, on est en 2022 et 2023 et 2024, ça évolue puisque j'ai affiné cette mission collective et en fait, je me suis rendu compte que la mission que j'avais moi, de vouloir que les personnes asiatiques, se soient plus épanouies, elle était un peu trop large et qu'on pouvait faire beaucoup de choses dans l'épanouissement. Donc c'était, voilà, parce qu'on aurait pu, proposer des cours de langue, pour que les personnes, elles connaissent, mieux leur culture, des cours d'histoire, des films. On s'est beaucoup rapproché des autres associations, qui existaient déjà dans d'autres domaines et on s'est rendu compte que chacun avait une activité à proposer en tant que telle et nous, on n'avait pas d'activité. On faisait pas de cours de calligraphie et cetera mais en fait, comme c'est une association panasiatique, donc transverse à toutes les origines asiatiques, je ne pouvais pas prendre d'initiative sur, des cours, tu vois? Des cours de langue, des cours de cuisine parce que sinon il fallait choisir une des origines et moi je voulais pas. Donc ça m'a forcée à réfléchir à quelle était vraiment la mission de l'association au-delà de mon podcast parce qu'en fait, je me suis rendue compte que c'était 2 choses différentes. Que le podcast et l'association étaient 2 choses différentes et ensuite d'ailleurs, il y a eu un split que je vais te raconter, mais j'ai dû changer les statuts et on a changé le nom de l'association. Parce qu'en fait, quand j'ai réalisé que le podcast, c'était ma mission à moi et que je voulais garder et la mission du média, qui avait une autre, direction que je voulais lui faire prendre et que l'association avait une vie en tant que telle, en tant qu'association, en tant que communauté, en fait, j'ai changé, le nom de l'association. Alors c'est pas très loin, hein, l'association s'appelle Asiatitude Family. On s'appelait déjà comme ça, entre nous, pour, la communauté mais du coup, officiellement, c'est devenu Asiatitude Family et la mission de l'association, en fait, aujourd'hui, elle est de, encourager, les, parcours créatifs des asiatiques. Donc c'est un peu différent. C'est un peu différent effectivement. Est-ce que tu peux revenir sur cette prise de conscience sur le fait que, le podcast la mission du podcast et la mission, de l'association sont un peu différentes? Qu'est-ce qui t'a amené à cette conclusion-là? Est-ce que c'est discuter avec les membres? Est-ce que c'est de l'introspection? Est-ce que voilà, comment est-ce que tu as mûri et tu as pris conscience de cette différence-là? Alors c'était long et difficile parce qu'en fait, comme tout podcast, c'était très personnel et en fait, plus j'avais un sentiment un peu mitigé. C'est-à-dire que, bizarrement, plus l'association se développait, plus les membres s'appropriaient la mission et les activités et proposaient des projets et étaient actifs, qui était une super bonne nouvelle parce que ça montre que la communauté vit et se développe. Et moins je me sentais impliquée et j'avais l'impression que mon podcast m'échappait. En fait, que je perdais mon projet. J'ai mis 2 ans, en fait, à m'en rendre compte. À la deuxième année de l'association, j'avais presque plus envie de m'investir parce que j'avais l'impression que en fait, j'étais tiraillée entre laisser de la place à la communauté et la faire grandir en tant que telle et me laisser ma place à moi, pour suivre la raison pour laquelle j'avais lancé le podcast. Et j'avais l'impression qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit: «Bah, vu que j'ai lancé le podcast pour les personnes, pour les gens, si les personnes se l'approprient, ils ont plus besoin de moi».
J'étais arrivée à un moment donné à ce constat-là et en fait, ça m'a beaucoup attristée parce que je me suis dit: «Bah, il est où mon épanouissement à moi?» Et en fait, je me suis rendue compte que c'était pas ça la réponse à ma question, de où est ma place dans ce projet. C'était plutôt que j'avais pas osé prendre ma place, j'avais tout laissé plutôt que de me dire, «Voilà ma place et voici la place de la communauté», et en fait, j'ai réalisé que la communauté, elle était très puissante parce que la mission que je voulais, poursuivre, c'était proposer, du contenu, pour les, diasporas asiatiques de manière créative, et en fait, l'association va le faire avec tous ses talents parce que maintenant, en fait, dans l'association, de manière naturelle, il y a beaucoup d'artistes. Bizarrement, j'ai jamais, recruté, tu vois, un profil particulier, mais il y a des illustratrices. Alors, on est beaucoup de femmes, plus de femmes que d'hommes, mais il y a des hommes, mais on est plus une majorité de femmes. Donc il y a des illustratrices, il y a des photographes, il y a des autrices, enfin, il y a des productrices de films d'animation. On a beaucoup d'artistes, et en fait, c'était mon rêve de pouvoir donner la parole et une représentation aux asiatiques, et on va le faire avec l'association. Et le podcast en tant que tel, en fait, moi, il me permet de mieux me connaître, moi. Il me permet encore aussi de creuser ces sujets d'identité, mais de manière très intime, en fait. D'où le format, journal intime que Ouais, tu as intégré que j'ai dans lancé l'année dernièrement. dernière. C'est ça. C'est très intéressant ce que tu soulèves sur, quelle est ma place en fait? Quelle place je prends ou quelle place je donne aux membres de ma communauté? C'est une question qui est récurrente et qui se challenge, régulièrement quand tu en amont de la création d'une communauté, mais aussi à partir du moment où tu l'as créée et tu l'animes. Aujourd'hui, comment est-ce que tu détermines les rôles? Comment toi tu vois ton rôle, au sein de cette association? Et quelle place tu donnes aux membres? Est-ce qu'il y a des rôles définis, voilà une organisation par rapport à qui fait quoi? Ouais, c'est marrant parce qu'on n'a jamais parlé de ces sujets ensemble, mais si tu me connais bien, tu sais que je suis organisée et que donc il y a des rôles dans l'association. En fait, la répartition des rôles a évolué avec, forcément ma réflexion, parce que plus c'était mon projet et mon bébé, plus j'avais de la place, et plus je m'en suis éloignée et plus il y a eu de l'espace pour les autres membres. Donc au début, c'était moi qui alors j'étais la présidente officiellement, j'avais une trésorière parce que, pour avoir un bureau, il faut avoir les 2, enfin secrétaire, président, trésorier, et ensuite, il y avait tous les membres, qui pouvaient participer au projet en fonction de ce qu'on, voilà, annonçait. En fait, c'est moi qui initiais tout. Je disais, «Voilà, on va créer 2 festivals cette année. Qui veut participer, nous aider? On va faire ci, on va faire ça». En fait, j'étais à l'initiative de tout. J'étais non seulement à l'initiative, mais en plus, j'étais à l'opérationnel aussi. Donc enfin, vraiment, je déplaçais les tables, enfin, je faisais beaucoup de choses, et en fait, à la fin de la première année, j'ai fait un burn-out. Clairement, entre mon job, chez Bonjour Podcast et mon association et le podcast, parce que je continuais à créer le contenu. Je travaillais tout le temps, en fait. Je travaillais toute la semaine, plus tout le week-end, plus le soir. Enfin, c'était, horrible, et donc en fait, j'ai, pour ma santé mentale et physique, décidé de prendre un peu plus de recul, et ça a coïncidé aussi avec le moment où je me suis dit, «Tu sais, où est mon rôle? Non, finalement, j'ai pas de place». Donc la deuxième année, je me suis dit: «Non, finalement, c'est vous qui vous chargez des choses». Mais bon, entre c'est moi qui fais tout et c'est vous qui faites tout, en fait, c'était pas, il y avait pas de c'était pas, une bonne solution de faire ça, et donc l'intermédiaire, c'est que j'ai créé des pôles en quelque sorte, donc on appelle ça, le pôle webzine, le pôle podcast, le pôle événementiel, le pôle communication, et en fait, j'ai proposé aux membres, par, voilà, les personnes qui étaient volontaires, d'être référents pour chaque pôle, et de décentraliser un peu, le travail, que ce soit pas moi qui prenne toutes les décisions, que ce soit pas moi qui initie tous les projets, et en fait, j'ai initié ça l'année dernière, et c'était je devais toujours encore chapeauter chaque pôle, mais avec une personne qui était en binôme à chaque fois. C'est déjà, ça m'a déchargée, et là, l'année, donc c'était en 2023, et en 2024, c'est devenu beaucoup plus, naturel. C'est-à-dire que les personnes ont vraiment pris le lead sur, chacun des projets. Par exemple, là, j'ai une responsable communauté qui envoie les newsletters. Avant, j'écrivais les newsletters le dimanche. Je faisais les réunions pour les festivals le soir. Je faisais le webzine avec, la responsable de pôle, et je mettais en ligne tous les articles le week-end. Enfin, alors que maintenant, je ne fais plus tout ça, et chaque personne, en fait, est responsable de son pôle. Mon rôle aujourd'hui, c'est juste d'être présidente et de donner des orientations. Comment est-ce que ça se concrétise au quotidien, la vie de cette association et l'animation de cette association? Est-ce que vous avez un groupe WhatsApp, un Discord? Est-ce que vous réunissez physiquement tous les mois? Je sais,
À quoi ça ressemble le quotidien de cette association? Alors oui, c'est vrai, j'ai pas précisé, on a un groupe Discord. On a commencé par Slack parce que moi j'aimais beaucoup Slack et en fait, j'avais dit, dès le début que c'était une démocratie et la démocratie a voté contre ma décision. C'est-à-dire qu'on est passé sur Discord. Donc la majorité a gagné et donc en deuxième année, on est passé sur Discord et on y est toujours et en fait, toute notre organisation de discussion se passe sur Discord. Donc on a un espace de discussion de tout et de rien. On a des espaces, qui sont faits pour, l'organisation de la création de contenu, donc création de podcasts, création d'articles de webzine, organisation des événements. Parce que c'est vrai que j'ai pas précisé, mais en fait, on a créé 2 événements, 2 festivals qui reviennent chaque année On va creuser ça, le sujet du festival juste après. et on a ensuite une partie, sur le Discord qui est que pour le bureau, les membres du bureau et les responsables de pôle et là, c'est en fait, là où moi je suis la plus active. En fait, je discute pratiquement tous les jours, enfin alors si c'est pas tous les jours, c'est toutes les semaines. On discute sur, cette partie responsable, admin. Mais par contre, elles après, elles vont, rebasculer, sur les autres, canaux du Discord. Donc, j'ai, fouillé de fond en comble comment fonctionnait Discord, les vidéos et cetera et donc comment ça fonctionne, c'est qu'une fois toutes les 2 semaines, on se fait une réunion, entre responsables de pôle et les administrateurs, en fait et ensuite, elles organisent des réunions quand elles veulent et on a une, rencontre physique par mois. Ça, c'est pour faire vivre la communauté. On a des discussions, bah, comme je te disais, un peu n'importe quand, pour les anniversaires, pour quand on a des canaux pour se partager des livres, des films. On a un book club, on a des cours enfin des échanges linguistiques, qui se sont créés, de manière un peu naturelle et on a aussi 2 fois par, an des festivals et là, c'est une plus grosse machine qui se met en place. Dernier point sur, l'organisation, comment est-ce que vous vous fixez, des objectifs? Et comment vous suivez, la mise en place opérationnelle de ces objectifs? Alors ça, c'est une grosse question. Parce que c'est un gros sujet, hein, dans une association, parce qu'il y a le sujet bénévolat, c'est quelque chose que les gens font en plus de leur travail, de leur vie de famille et tout. Voilà, comment vous gérez cette partie-là? Alors, ce qu'on fait, c'est que alors, je ne sais pas comment les autres assos fonctionnent, mais ça s'est fait un peu naturellement chez nous. En fait, quand on est une association, on doit faire une assemblée générale une fois par an, minimum. Nous, il se trouve qu'on l'a fait en juin. Bon, maintenant, elle s'est un peu décalée, peut-être au fur et à mesure et en fait, lors de cette assemblée générale, on a des obligations. Parler du bilan de l'année et des projets de l'année d'après et donc naturellement, c'est là que, en fait, moi, j'ai mis en place des bilans, de ce que j'avais fait au début, comme j'étais toute seule à initier tous les projets. J'expliquais, ce qu'étaient les bilans, de l'année passée, les activités, les chiffres et cetera et ensuite je proposais pendant l'assemblée générale que je faisais en vrai. En fait, on organisait une journée où je présentais les projets et les membres, en fait, pouvaient donner leur avis, leurs idées pour l'année à venir et cetera et donc la première fois qu'on a fait l'assemblée générale, c'était la première fois où on pouvait, imaginer les objectifs, à venir et c'est comme ça qu'on a un peu détaillé par pôle tous les objectifs qu'on avait. Par exemple, tant d'articles diffusés sur le webzine, tant d'épisodes sur le podcast, tant de je sais pas, tant d'événements par an et effectivement, comme c'est une activité bénévole, ce qu'on a pris en compte, c'est qu'au début, moi, je voulais faire énormément de choses, un peu comme si c'était une entreprise. Je disais: «Bah, pour le podcast, il faut qu'il y en ait 2 par semaine, pour les événements, un par trimestre» et en fait, le pire, c'est que la première année, on l'a fait, on a tenu ça, mais ma référente événementielle m'a dit: «Mélanie, plus jamais tu fais ça». J'ai beaucoup trop travaillé. C'était avec plaisir parce que cette année-là, il se trouve qu'elle était entre 2 jobs et qu'elle voulait le faire. Elle m'a dit: «Mais c'était une charge, de travail énorme» et on a fait 2 festivals en 15 jours d'affilée et on en a fait 4 dans la même année. En fait, elle m'a dit: «Je même si j'étais payée, je le ferais pas» et donc je me suis un peu calmée et après on a fait en sorte que les objectifs soient un peu plus, raisonnables. Mais effectivement, en fait, on met vraiment, des objectifs, on va dire, idéaux et après, c'est juste qu'on se dit: «Si on y arrive, tant mieux, sinon c'est pas grave». C'est juste que si on dit qu'on fait quelque chose, on le fait. Donc maintenant, on fait un festival par an, on le fait bien et on est content déjà qu'il existe et de toute façon, on ne veut pas gagner de l'argent, on veut pas enfin, il y a pas mort d'homme, c'est que pour, notre, cause. On va dire, c'est vraiment que pour faire vivre les cultures asiatiques qu'on fait ça donc rien que le fait que ça existe et qu'il y ait des personnes de l'association qui veulent le faire vivre, c'est une réussite en soi. Donc maintenant je mets moins de
de pression, aux aux bénévoles. Je voudrais qu'on fasse un petit focus sur, le festival justement que tu as évoqué, plusieurs fois, qui est un peu votre, l'expression la plus grandiose, on va dire, de vos actions, ce qui va vous prendre le plus de temps et quelle forme il prend ce festival? Et pourquoi avoir choisi de faire un festival? C'est quoi l'intérêt, d'un festival? À quel objectif, ça répond? À quelle expérience je peux m'attendre? Alors, il se trouve qu'on va certainement créer un festival Asiatitude. Pour l'instant, c'est un festival commun à plusieurs associations qui s'appelle le Festival du printemps, qui a lieu bien sûr en hiver. Mais il se trouve que c'est le nom en fait, en Chine d'une associé au festival pendant le nouvel an lunaire. C'est le début du printemps. Bref, la petite anecdote. Mais au début, on n'avait pas, cet objectif de faire un festival. On voulait juste faire des événements pour que les personnes se rencontrent et parler de nos sujets. Mais c'est une proposition qui a été faite de, la mairie de Paris 13. Donc, si vous connaissez Paris, 13e arrondissement, c'est l'arrondissement le plus emblématique de la communauté asiatique, en France, puisque c'est le plus grand Chinatown d'Europe. Et il se trouve qu'à chaque nouvel an lunaire, donc, nouvel an chinois, vietnamien, coréen et cetera, qui a lieu en janvier ou février, il y a de grosses festivités, dans cet, arrondissement-là de Paris. Et la mairie, en fait, nous a contactés, nous, notre association, et 3 autres associations qui, sont en lien avec les cultures asiatiques pour créer quelque chose. Ils n'avaient pas trop d'idées de quoi, mais ils nous ont dit: «On a, un lieu, on a des dates. Si vous voulez faire quelque chose, parlez entre vous». Et ça a commencé comme ça, sachant que quand ils nous ont contactés, moi j'avais déjà, bah, comme je te dis, je suis assez ambitieuse, j'avais déjà, pris l'initiative de créer un festival avec, la responsable de pôle événementiel à Asiatitude. Et du coup, on avait déjà initié un festival ailleurs. Et l'idée, c'était de faire en sorte qu'on parle de la culture asiatique, du podcast, de l'association et cetera, au moment le plus, intéressant pour les médias. Et le moment le plus intéressant pour les médias, c'est au moment du nouvel an chinois, vietnamien et cetera. Et donc c'était ça l'idée, c'était avoir de la visibilité, faire connaître, notre association et surtout, les causes des asiatiques de France. C'était surtout ça l'objectif. Donc ça, c'est pour, l'extérieur et la société. Et le deuxième objectif, c'était de faire en sorte que notre communauté se retrouve dans un moment convivial, organiser une table ronde, donc organiser des activités. Et donc, pendant ces festivals, ce qu'on fait, c'est qu'on organise, un marché des créatrices. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on propose à des créateurs et créatrices asiatiques des stands pour, vendre leur travail. Donc il y a des illustratrices, il y a des personnes dans la mode, il y a même des stands de food, enfin il y a un peu de tout, mais que des personnes asiatiques, qui voilà, qui vendent leur travail. On propose des tables rondes. Donc, les premières années, c'était moi qui animais toutes les tables rondes, mais au fur et à mesure, j'ai eu des personnes qui ont pu le faire aussi. Des débats aussi, on a des ateliers, on a eu des ateliers de calligraphie, de peinture, du yoga, on a des projections de films aussi en avant-première sur des sujets évidemment, autour de la culture asiatique, de l'histoire. On a fait une projection par exemple du film, de Denis Do, qui a été nommé aussi au César, Mademoiselle Tang, c'est un film d'animation. Donc voilà, on a une multitude d'animations, d'une programmation assez riche sur, tout type de support. Et le sujet principal, c'est de mieux connaître les cultures asiatiques et l'expérience des Français asiatiques en France et passer un bon moment, bien manger, acheter, des petites cartes illustrées, par des créateurs. Enfin voilà, c'est une journée entière dédiée à ça, si je peux résumer aujourd'hui. Génial, trop intéressant. Ce festival, ça a été l'occasion pour toi d'aller chercher des sponsors et d'aller négocier, sur ce sujet. Est-ce que tu peux dire un mot sur, comment est-ce que tu as réfléchi? Comment tu as procédé? Qu'est-ce que tu leur as proposé? Parce que je sais que ça intéresse, celles et ceux qui nous écoutent. Oui, carrément. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je disais, c'est un festival qu'on faisait de manière associative et bénévole à 4 associations. Et au bout de 2 éditions, donc 2 ans où on faisait ce travail qui nous a pris des mois, j'ai dit à mes partenaires, associatifs: «Écoutez, on peut monétiser ce festival. Est-ce que vous m'autorisez à le faire?» Parce que, personne n'avait, alors c'est pas qu'ils n'avaient pas eu l'idée, mais, ils savent pas le faire, et moi, effectivement, dans mon travail, je sais, chercher des sponsors et cetera. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni, toutes les associations. Je leur ai dit: «Quels médias avez-vous? Quelle portée avez-vous?» On a fait le point aussi sur le nombre de personnes, la fréquentation du festival, les adhérents. Et en fait,
l'idée, c'était de faire en sorte que, quelque part, on réunisse quelle est la portée? Quelle est la portée de cet événement? Que ce soit en médiatisation, sur les réseaux sociaux, dans nos newsletters internes et la fréquence, physique. Et en fait, armée de tout ça, moi, j'ai fait une liste de potentiels, partenaires. Je les ai contactés et j'ai négocié au nom des 4 associations pour le festival entier. Et j'ai mis, en fait, en avant tous les mises en avant qu'on pouvait faire. Par exemple, mettre un pré-roll devant le podcast que j'enregistrais, lors d'un talk, mettre un logo pendant une projection, mettre un stand avec vos produits, par exemple, parce que c'est quand même un festival physique, qui est très de niche puisque toutes les personnes qui viennent, voilà, sont intéressées par les cultures asiatiques. Donc évidemment, on a pensé, à des sponsors, comme, Tank Frères, Paris Store, tous les gros, noms, de la distribution alimentaire asiatique, mais aussi d'autres, voilà, qui peuvent être intéressés. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu des packages et ensuite on s'est réparti, le montant entre les 4 associations. Super intéressant et merci, d'avoir, montré, ta façon de penser et ta façon de procéder parce que, on peut être, ambitieuse, on se dire: «Tiens, ça peut être monétisable», mais parfois on ne sait pas comment procéder et je sais que savoir comment quelqu'un l'a fait, ça aide à débroussailler le chemin, pour, passer à l'action. Pour la suite de Asiatitude, qu'est-ce que tu as en tête? Moi, je faisais des recherches pour, préparer cet épisode et je suis tombée sur, une agence Asiatitude aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité? Qu'est-ce que tu as en tête comme plan d'action pour faire, grandir ce projet et quelle, vision future tu as pour, Asiatitude? Oui, en fait, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, au moment où j'ai réalisé que j'avais envie de prendre ou de reprendre une place dans ce projet Asiatitude au-delà de l'association. Parce qu'aujourd'hui, donc l'association Asiatitude Family vit, a besoin de grandir, mais en soi, elle a trouvé sa place dans l'écosystème des associations. Elle va petit à petit se développer et en fait, moi, j'ai voulu formaliser la distinction entre Asiatitude, mon projet, le média et Asiatitude Family, l'association. Je te fais cette remise en contexte avant de te répondre, parce que, ça a son importance et donc l'association Asiatitude Family, elle va vivre en soi et en fait, au début, c'était tout fusionné et donc le site web Asiatitude était le site web du podcast. Ensuite, je parlais de l'association dessus et du coup, tout était mélangé et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que sur le site sur lequel tu es tombé sûrement, c'est, le site Asiatitude aujourd'hui où, je parle de mon activité donc aujourd'hui, mon activité, en fait, mon activité professionnelle, c'est d'accompagner, que ce soit les marques ou les créateurs de contenu à, rendre plus visible leur marque ou leur création de contenu. C'est ça, de manière générale, mon activité et ce que je veux faire, c'est que mon activité globale, que ce soit, voilà, Bonjour Podcast ou, Asiatitude, se fusionnent et l'idée, c'est d'accompagner les créateurs de contenu asiatiques à, évoluer et je peux le faire, de manière très personnelle pour le coup, à côté de mon activité, professionnelle, voilà, que vous connaissez peut-être. Mais là, j'ai envie d'accompagner, les asiatiques à évoluer personnellement, à évoluer professionnellement et ce que je veux faire avec eux, en fait, c'est de les coacher, tout simplement. Donc aujourd'hui, mon podcast, je me rends compte que ce que j'ai envie, c'est de partager beaucoup de choses, personnelles sur, mes apprentissages, voilà, liés à mon éducation, les barrières que j'ai, dépassées, les croyances limitantes, voilà, qui sont derrière moi, ce que je peux, leur apporter pour qu'eux aussi, ils puissent évoluer et en fait, c'est ça que j'ai envie d'apporter et à côté de ça, comme je sais aussi, accompagner des marques pour, leur visibilité, j'ai commencé à accompagner des projets en lien avec les cultures asiatiques et donc notamment, je vous invite à voir, s'il est toujours en salle quand ce podcast il sort, le film Dans la cuisine des Nguyen. Je fais, l'accompagnement de la société de distribution du film pour, qu'elle touche les personnes asiatiques. En fait, c'est d'avoir une activité professionnelle autour, des cultures asiatiques, des identités asiatiques. C'est ça, mon but maintenant avec ce podcast et toujours partager évidemment le contenu. Super, trop intéressant Mélanie. Moi, ce que je retiens de notre échange, c'est, la spontanéité, de se dire, «Tiens, je vois un problème et j'ai envie de proposer une solution» et aussi la réflexion que tu as eue, l'introspection par rapport «Pourquoi je me sens plus impliquée dans mon projet? De quoi j'ai vraiment envie? Comment est-ce que je conjugue,
les personnes qui spontanément viennent m'aider, mais aussi mes objectifs personnels. Et je trouve que, il y a eu du test, des test and learn, il y a des choses où tu es allé Il y a trop des loin échecs. ou avec, 1000 festivals par an et tu es revenu en arrière et puis des choses où tu t'es dit: «Bon, finalement, on va se séparer». Donc je trouve que c'est très inspirant pour, aussi aider à passer à l'action, encore une fois, parce qu'on se faire confiance par rapport à notre envie de faire les choses, de porter un message et cetera et avoir confiance dans le fait que ça peut évoluer, qu'on peut avoir, des contributions des autres qui pourront nous aider à aller plus loin dans une certaine partie du projet et que, l'ambition, si elle est là et si elle est honnête et si elle est voilà, si elle est aussi, elle rentre dans un cadre qui est collaboratif et elle va pouvoir, prendre différentes formes et puis, se renouveler, au fur et à mesure. Donc bravo, Mélanie pour, ce Merci super beaucoup. projet. Je te souhaite, beaucoup de succès pour, à la fois la mission de Asiatitude Family, l'association, mais aussi, ta la trajectoire, personnelle que tu assumes et que tu mets, en place de plus en plus avec Asiatitude, tout court. Merci beaucoup, de synthétiser tout ça, d'une telle manière. Moi, je sais que c'est effectivement beaucoup de montagnes russes, ces aventures, mais au final, on est toujours très, très content, je pense, de passer à l'action comme tu dis, parce que ça mène toujours quelque part, même si sur le moment, ça a l'impression d'être, un chaos. Donc le message qui est à retenir pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que si vous sentez au fond de vous que votre podcast, il vous limite un peu, il vous plafonne un peu, par rapport à l'impact que vous avez envie d'avoir, à la portée du message que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à aller regarder, autour de vous qui serait, susceptible de vous aider à faire évoluer dans la forme, ce projet, qui a démarré, comme tel. Merci Mélanie, à bientôt. Merci beaucoup Anne-Claire. À bientôt. Alors, il était comment cet épisode? Est-ce que ça vous a donné un petit déclic du genre « Mais oui, bien sûr, je peux le faire » ou peut-être même « Écoutez, c'est une tuerie ». Vous m'envoyez ravi. Et si vous voulez encore plus de conseils, abonnez-vous à ma newsletter. Promis, vous ne serez pas déçus. Antipop est un podcast d'ICO, produit par Anne-Claire Leca. La réalisation sonore est signée Alice Krief des Belles Fréquences. Envie de prolonger la conversation? Retrouvez-moi sur LinkedIn ou Instagram. Les liens sont dans la description de l'épisode. Ah oui, mais aussi, mettez-la plein d'étoiles, les petits avis qui font plaisir. Vous le savez, ça vous prend 2 secondes et moi, c'est comme le fromage sur les macaronis, ça me fait trop plaisir à chaque fois de vous lire. À très vite!